Bien, donc nous avons commencé un peu cette deuxième période qui va de l'aérospatiale, donc de la descente, si vous voulez, ou du retour sur Terre. Et donc là, j'ai entrepris un voyage toujours en autostop jusqu'au Pérou, de New York, qui nous a pris plusieurs mois. Ce premier terrain a pratiquement duré un an. Alors au début, j'étais tout seul, et ensuite, mon épouse est venue me rejoindre euh, pendant plusieurs mois. Il a été très éprouvant ce voyage parce que j'étais, on en reviendra un petit peu plus tard, pratiquement pas préparé du tout. Je suis finalement en grande partie autodidacte et donc je m'imaginais absolument pas ce que ça représentait finalement tout seul d'arriver dans une région où je parlais encore assez mal espagnol et où je devais en fait chercher, tâtonner, où se trouvait. Alors bien sûr, il y avait, euh, comment dire, parce que je parle un petit peu plus tard, je crois, oui, de mon parcours. Euh, et donc j'ai eu beaucoup de difficultés au début sachant que j'avais travaillé chez Liagua, mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard, c'est un autre bloc, si je puis dire. Euh, Ça n'a pas été facile d'ailleurs de déterminer où j'allais travailler, ce que j'allais faire. On ne sait jamais finalement ce qu'on va faire, mais il faut quand même avoir un cap et savoir en gros où on va. Donc là, j'ai commencé à chercher dans la région, qui est vaste évidemment, c'est sur plusieurs milliers de kilomètres, où je pouvais en fait m'établir pour commencer ce qu'on appelait à l'époque une monographie sur les Yaguas. C'était le genre classique à l'époque. Il faut dire qu'aussi, à l'époque, il n'y avait pas toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui pour faire du terrain. La seule contrainte qu'il y avait, c'était que les populations locales vous acceptent ou pas. Elle vous dit, ben oui, tu peux rester ou tu peux pas rester, et puis voilà. Mais il n'y avait pas d'autorisation, des restrictions, j'en parlerai un petit peu plus tard, qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était compliqué pour moi parce que j'avais finalement pas d'interlocuteur. Les Yaguas en question, qui est une population donc amazonienne, étaient établis par petits établissements dispersés en forêt. Il n'y avait pas de grands villages, donc on ne pouvait pas arriver effectivement. Au début, les points, les deux références, disons, c'était les missions canadiennes, franciscaines canadiennes, qui étaient là déjà depuis les années 45-50, et qui avaient évidemment des rapports avec les populations locales, et puis ce qu'on appelait les colons locaux qui avaient sous leur coupe, disons-le tout net, des familles, Yagua et autres d'ailleurs, pour effectuer la coupe du bois, pour etc., plusieurs sortes de péonnage, disons, et donc on était obligé de passer par eux. C'est eux qui avaient la mobilité, qui avaient les canoës, qui avaient les moteurs éventuellement pour remonter les fleuves. Donc j'ai passé plusieurs mois effectivement à sillonner le territoire Yagua, qui a été d'ailleurs maintenant très intéressant, parce que je ne pensais pas du tout que c'était comme ça. Il a fallu donc arriver à un moment où des Yaguas disent oui, c'est bien, tu peux rester, tu veux apprendre notre langue, tu veux, etc. Voilà, est-ce que tu as une femme, tu n'as pas de femme, comment tu vas faire? Donc j'ai dit que ma femme allait venir, enfin, etc. Parce qu'évidemment, un homme sans femme, là, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien. Et il y avait peut-être peur que je m'installe. Voilà. Donc, et ça a été très dur pour moi parce que, en fait, à cette époque-là, les Yaguas étaient très dispersés en forêt. On faisait des longues marches. Et j'avoue que j'ai surestimé probablement mes capacités physiques.
Et j'étais arrivé à un point de fatigue assez extrême qui m'a conduit de retour justement après ces premiers mois dans la ville d'Iquitos, qui est une grande ville au Pérou maintenant, presque un demi-million d'habitants, à consulter pour la première fois des chamans locaux. Ce n'est pas les chamans Yagua, c'est des chamans métis, comme on dit, des descendants espagnols mélangés avec des populations autochtones. Et donc c'est la première fois que j'ai eu, en tant que patient, si je puis dire, contact avec cette mode de communication et de thérapie, là, pour l'époque, qu'on appelle le curanderismo, los curanderos, c'est-à-dire les chamans urbains, enfin en quelque sorte. Et le diagnostic qu'ils m'ont fait après plusieurs séances était clair. J'avais ici une sorte de multo, une sorte de présence d'une entité qui effectivement me comprimait, me compressait, etc. Et qui donc me rendait très vulnérable. Et donc, après plusieurs séances, je me suis un peu remis. Et là, par peut-être manque de prudence, je suis parti avec mon épouse dans les hautes terres du lac Titicaca à 4000 mètres, etc. Et là, j'ai fait une chute, manque d'oxygène. Donc, j'ai été sous oxygène pendant plusieurs heures. Et j'ai été rapatrié, en fait, par une sorte de ambulance locale jusqu'à la côte, et des descentes assez fortes de 4500 mètres au niveau de la mer. Ce qui fait que là, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, d'équilibre, j'avais des sortes de phobies, etc. Donc entre le chaman et puis l'altitude, c'était pas génial. Mais enfin, j'ai réussi tant bien que mal à retourner donc sur le terrain et à m'intéresser alors au départ, et j'y reviendrai après, à tout ce qui concerne la technologie, parce que les Yagua étaient réputés comme des experts dans la fabrication des sarbacanes, ces longs tubes là où on lance des flèches, et la fabrication de ce poison de chasse qu'on appelle le curare. Donc je voulais m'intéresser beaucoup aux techniques de fabrication et de voir comment des cultures d'oral, enfin pas l'écriture, transmettent les modes de fabrication, quel est le mode de transmission des technologies. Donc je pensais qu'il existait cette catégorie qu'on appelle objet, nous ici, et qui probablement n'existe pas chez les Yagua et ailleurs, puisque tout objet est aussi un sujet, c'est-à-dire c'est un sujet agissant qui a des capacités agentives, des capacités d'action sur soi, et ça je l'ai appris progressivement, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc ce premier séjour m'a conduit à présenter à l'époque, puisque mon parcours étant pas un parcours classique, à faire ce qu'on appelait le diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales. L'école des hautes études a ceci d'intéressant qu'elle permettait à des jeunes qui n'avaient pas un cursus classique de pouvoir renouer avec l'université. Ça, c'est un truc absolument génial. C'était l'université libre des hautes études, juste après la guerre, qui permettait justement à beaucoup de gens qui avaient coupé leurs études de reprendre après la guerre les études. Alors moi, je suis né après la guerre, bien évidemment, mais j'ai bénéficié, disons, de ça s'appelait plus l'école libre des hautes études, c'était l'école des hautes études en sciences sociales. Il y a eu aussi l'école pratique des hautes études. J'ai fonctionné dans les deux, justement. Alors, ce diplôme de l'école, c'était une monographie, une étude ethnographique des Yagua, un truc en 75, sous la direction, justement, de Simone Dreyfus-Gamelon, qui, à l'époque, avait, disons, Lévi-Strauss devenait un peu âgé, donc il prenait plus trop de nouveaux thésards pour le diplôme, et donc c'était Simone Gamelon qui avait accepté très généreusement de me prendre sous son aile et sous sa direction. Donc j'ai fait ce diplôme sur lequel aujourd'hui, bien sûr, je suis extrêmement critique, mais parce que c'est une vision tout simplement un peu fabriquée, bricolée, certainement un peu statique
des choses entre l'économique, etc., etc. Alors j'avais comme rapporteur, c'est intéressant, Jacques Soustel, qui avait fait un rapport très, très positif, et l'autre rapporteur, c'était Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss avait mis dans son rapport quelque chose qui était très intéressant. Il dit, ce jeune-là, ce n'est pas un chercheur inspiré, pas très inspiré, mais le soin extrême avec lequel il a présenté ce diplôme lui vaut assurément le diplôme de l'école. Et me voilà donc diplômé de l'école des études en sciences sociales. J'étais fier comme tout, parce que c'était un diplôme qui... Tout le monde n'a pas ce diplôme, hein, les gens qui ont fait des thèses à l'école, ils font licence, tout ça, mais ils ne font pas la licence, la maîtrise. Mais le diplôme de l'école donnait accès au DEA, qui donnait accès à la thèse. Donc c'était pour moi une manière de renouer avec un cursus que manifestement je n'avais pas. Mais voilà, à la lumière de ce séjour de terrain. Alors, voilà, donc se posait le problème à cette époque de l'argent, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, entre 75 et 76, le diplôme en 75, avec mon épouse et un collègue photographe qui était venu, j'en parlerai un petit peu plus tard avec nous, on a fait une série de conférences pendant ces 2 années dans les foyers de jeunes travailleurs et les maisons de la culture, des jeunes et de la culture. Un peu partout en France, on avait sillonné la France. Et je me rappelle, on se faisait payer à l'époque 300 francs la conférence. Et alors, on amenait tout le temps avec nous une sarbacane, avec des flèches, bien sûr pas en d'huile de Cura, et surtout dans les foyers de jeunes travailleurs, la conférence se terminait toujours par un concours de sarbacane. Alors des fois, ça se terminait à minuit, 1h du matin, et les foyers de jeunes travailleurs se trouvaient des fois dans des régions très marginales, dans des banlieues obscures et interlopes, et on avait une vieille voiture souvent qui tombait en panne, donc ça a été aussi rocambolesque toute cette période que j'aime beaucoup. Alors on avait fait un montage audiovisuel, dont malheureusement j'ai perdu un peu la trace, sinon si je le retrouve, je vous le communiquerai. En imaginant, enfin on avait reconstruit en somme un voyage, n'est-ce pas, qui s'est fait en plusieurs morceaux, mais on l'avait fait de façon linéaire pour que ce soit plus compréhensible, bien sûr, pour le grand public. On a fait comme ça une série de conférences, ça marchait très bien, les gens étaient ravis, et surtout en Corrèze, dans ma terre natale, ce qui nous a valu d'ailleurs à un moment une bourse du département de la Corrèze. On a même une bourse après, du département, une bourse départementale de la Corrèze, qu'on était censé normalement rembourser, mais qu'on ne nous a jamais demandé de rembourser. Ça, c'était extraordinaire. Donc, enfin, bref. Toujours est-il qu'on a vécu un peu de cette manière pour financer un peu nos études. Alors, pourquoi et comment s'intéresser à la technologie ? Alors, bon, je pense que le bricolage a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors, est-ce que c'est dû à mon ambidextrie, la boustrophénonerie, toutes ces choses-là, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours d'ailleurs, travailler aussi avec les mains, le dessin, j'ai beaucoup dessiné aussi, et surtout, évidemment, j'ai une passion pour les livres, pour les vieux livres, bien évidemment, et j'ai fait une passion pour la reliure. Alors, c'est pas vraiment de la reliure que je fais, c'est de l'emboîtage. J'achète dans les brocantes des vieilles reliures, un peu déglinguées, que j'arrange et je fais du remboîtage sur des bouquins. Et dans ma bibliothèque ici, qu'on voit pas, mais qui est derrière, bonne partie des livres, c'est relié par moi-même. C'est moi qui ai fait les reliures. Alors je me suis arrangé aussi pour les titres. Hein. Je faisais ça avant en collant des lettres, des lettres autocollantes, brillantes et tout. Maintenant, je fais ça à l'ordinateur. Alors après, je cire ça. Ça fait comme si c'était, bien évidemment, un relieur qui faisait l'affaire. Alors voilà, tout ce qui est le travail avec les doigts, donc c'est quelque chose que chez les Yaguas aussi, la fabrication de la sarbacane par exemple m'avait tout à fait fasciné, qui est un processus fort long, et la sarbacane, j'en parle un peu plus tard, c'est un instrument tout à fait central chez les Yaguas. Alors, pour parler en 2 mots
de mes orientatrices, disons, sur ce qui concerne un peu mes recherches en Amazonie et sur le chamanisme. Je voudrais quand même rendre hommage à Simon Dreyfus-Gamelon qui nous a beaucoup aidés, mon épouse et moi-même, depuis le début, et qui a joué un rôle, je crois, très important dans la formation institutionnelle de la recherche anthropologique en France, puisque elle a occupé, alors d'abord je voudrais faire référence au bel article qu'a écrit sur elle Martine Ségalen, qui est paru dans l'encyclopédie Bérose, qui met bien en avant un peu le parcours d'une des premières ethnologues femmes, une première femme ethnologue française, hein, c'était déjà les années 50, 55. La rencontre avec Alfred Métro en 55, qu'il avait envoyé par l'intermédiaire du Société de protection des Indiens à l'époque, ce qui aujourd'hui est la FUNAI, à faire une enquête chez les Kayapo, et surtout enregistrer, mais comme les enregistrements, ça ne marchait pas, alors elle s'est intéressée à tout à fait autre chose. Et donc elle a écrit cet ouvrage, elle a publié cet ouvrage sur les Kayapo du Nord, n'est-ce pas, qui a été publié en 63, donc elle a fait ce terrain, et elle a fait cette thèse sous la direction de Lévi-Strauss, n'est-ce pas. Donc, en fait, elle est devenue assez vite, puisqu'elle avait des enfants, très vite spécialiste de la parenté, et aussi de l'anthropologie historique dans les Guyanes, surtout par rapport à la parenté, sur la spécificité des systèmes dravidiens amazoniens. Alors pour les non-spécialistes, c'est un peu du charabia, mais bon, c'était très important. Mais surtout, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a joué un rôle très important dans une filière qu'on appelait l'AFRA de l'EHESS, la formation à la recherche en anthropologie, dont elle était la directrice pédagogique pendant plusieurs années, et donc elle a participé. Cette FRA a été créée par Tarditz et Métro, et donc elle a participé à la formation de générations finalement d'ethnologues. Elle est devenue directeur d'études à l'EHESS, ce qui n'était pas facile à l'époque pour une femme, les 90% étaient des hommes, donc c'était toujours cette affaire. Et elle a formé à cette époque un groupe sud-américaniste qui est devenu par la suite l'équipe de recherche en ethnologie amérindienne du CNRS et de l'école d'études, et qui en fait en 86 est devenue une unité propre du CNRS, et qui en 2006 a intégré le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de Nanterre, et qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc elle a créé en 77, moi j'ai intégré en 78, on était donc parmi les premiers à faire partie de cette équipe. Elle réunissait finalement la plupart des chercheurs aujourd'hui qui ont fait carrière, disons, surtout en américanisme, et pour ce qui est l'Amazonie. Donc il faut, je pense, souligner bien sûr l'importance de Simon Dreyfus-Gamelon dans la structure de l'institutionnalisation de l'anthropologie en France. Et son autre domaine aussi et son militantisme, enfin le fait qu'elle a toujours milité son engagement en faveur des Amérindiens. Et aujourd'hui, elle est présidente donc, du groupe international de travail pour les peuples autochtones, GIDPA, n'est-ce pas, qui existe toujours et est très actif, bien évidemment, dans la défense des droits indigènes. Elle a publié d'ailleurs, elle a quand même 96 ans, Madame Simon Dreyfus-Gamelon, elle n'est pas toute jeune, elle est née en 25. Hein. En 2016, elle a publié un bouquin sur les Indiens d'Amazonie face au développement prédateur, toujours son engagement. Et nous, on a bien connu cette époque où il y avait des pressions énormes sur les chercheurs français qui dénonçaient justement les activités minières et pétrolières. Et il y a eu la fameuse affaire Elf en 1981, où elle a pris la défense des populations Sateré-Maoué devant, évidemment,
la filiale brésilienne d'Alpha Aquitaine, et qui donc qui avait des intérêts évidemment dans l'exploitation et la prospection pétrolière, et qui faisait des expériences d'explosion dynamite, tout ça, pour repérer les... Et donc, elle a dû subir, évidemment, les pressions du gouvernement français, et même de certains chercheurs français, sur le fait qu'il fallait faire très attention et en fait, défendre les intérêts français. Et donc, elle a tenu bon. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Simone de Rigalan, pour moi, était très importante pour l'Amazonie, mais l'autre personne très importante, c'est Roberta Maillon, donc, qui est spécialiste pour le chamanisme, bien évidemment, spécialiste des bourriates de Sibérie, qu'elle étudiait depuis 1967. Et donc, elle a créé aussi un centre, elle avait directeur bien sûr, ou directeur d'études émérite à l'EPHE, Sciences des religions. Elle était élève de Lotfalk, Evelyne Lotfalk. Et donc, ex-directrice aussi du laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative, médaille d'argent aussi du CNRS, mais enfin, je vais aller vite là. Et elle a créé aussi le centre d'études mongoles et sibériennes en 1969, et elle a toujours appuyé, j'ai beaucoup participé à son séminaire, j'ai beaucoup été influencé par son ethnographie extrêmement fine, son comparatif, son essai de théorisation du chamanisme sibérien, et la chasse à l'âme, tout ça, les chasses à l'âme, qui m'a beaucoup... et elle m'a même donné l'occasion de m'exprimer, puisque j'étais son chargé de cours à l'EPHE pendant plusieurs années, 2 ou 3 ans je crois, dans les années 80. Et donc la confiance aussi qu'elle mettait à des jeunes en fait très peu expérimentés, mais qui commençaient à structurer un petit peu leur recherche, à systématiser, à essayer d'y voir, de prendre un peu de distance et d'y voir un peu plus loin. Et c'était pas très facile, parce que le terrain, bien sûr, je me réclame d'aucune chapelle ni obédience. Je suis avant tout un ethnographe, quelqu'un qui part du terrain et qui essaie ensuite de voir dans les théoriciens des choses qui peuvent m'être utiles, ou appuyer, disons, ce que j'ai cru découvrir, tout en sachant bien sûr qu'on peut toujours se tromper, et souvent d'ailleurs on se trompe. Mais bon, voilà. Alors, tout ceci m'a conduit à présenter une thèse à l'EHESS en 1982 sur le chamanisme yagua, ce que j'appelais pompeusement le chamanisme yagua. J'appelais ça voir, savoir, pouvoir, parce qu'il me semblait que le visuel, enfin la vision, il fallait d'abord voir pour connaître et pour savoir. Disons, il y avait un lien entre le pouvoir, le fait de savoir. Contrôler quelque chose, ça impliquait d'avoir des connaissances sur l'origine de ces choses-là. Et cette origine de ces choses était souvent l'objet d'une vision. Ce que j'appelle voir, c'est pas seulement le voir visuel, ça c'est le voir que nous on entend, c'est le voir auditif, olfactif, tactile. Bien sûr, tous ces sentiments-là, ces sens sont connectés. Il n'y a pas une séparation comme nous le faisons entre le visuel, etc. Il y a une sorte de synesthésie, c'est-à-dire qu'on passe, et surtout les couleurs aussi, le fait entre les odeurs, le toucher, le voir, les couleurs, les vitesses de déplacement d'éléments, tout ça constitue le voir, en fait. Le voir, c'est une expérience interne qui dépasse de très loin le simple aspect visuel. Donc quand je dis voir, ça va pouvoir, c'était effectivement voir large, si je puis dire, à la longue vue. C'est-à-dire aussi... et toutes ces mises en adéquation, justement, entre le voir, le sentir, le toucher, et le fait que ces éléments-là étaient en discontinuité, étaient la preuve qu'on avait affaire à un non-humain, qu'on avait affaire à un esprit, à quelque chose qui ne mettait pas forcément en même cohérence
le voir humain. C'était les mêmes éléments, mais distribués de différentes manières, comme des molécules qui seraient orientées de différentes manières. Alors il disait toujours, ça, quand ils vont chasser, ils voient un animal, mais on ne sait jamais si c'est un animal. C'est un animal que nous on appelle animal. Ça peut être un esprit déguisé en animal. Donc il était très important de voir si ce qu'il voyait, parce que pour un chasseur, l'olfactif est presque plus important que la vision. Donc si ça correspond, c'est ce qu'il voit, correspond à l'odeur de cet animal ou à certains autres éléments qui sont liés à ces animaux. Et tout de suite, s'il y avait quelque chose, alors avec le tabac, tout ça, il pouvait voir, alors il ne le chassait pas, n'est-ce pas? On tuait un animal quand on était sûr qu'effectivement, ce n'était pas un esprit déguisé qui cherche à vous jouer, voilà. Donc, cette thèse oui, cette thèse a eu alors un parcours très particulier, et ça peut être intéressant parce que quand un thésard fait une thèse, bah, il pense que ça s'arrête là, qu'une thèse, bon, à la limite, ça fait un bouquin, puis à la limite, ça vous donne un poste. Or, celle-là, elle a eu un parcours très, très différent, tant chez les Yaguas que chez certains confrères amazonistes, et qui a fait l'objet, alors, de ce qu'on appelle un plagiat servile, d'un autre ex-dominicain, ex-missionnaire espagnol, qui a travaillé dans des populations, Harangbout, c'est une autre famille linguistique, Amarakairi, tout ça, et qui, tout simplement, a traduit cette thèse, la version française de cette thèse, qui a été publiée en 1983 à l'École des études en sciences sociales. Donc je recommande cette personne, quelqu'un qui n'aurait pas d'argent pour traduire un truc en espagnol, il faut aller le voir, sauf qu'il met son nom à la place du vôtre, c'est la grande différence. Donc ça a été un truc assez rocambolesque, ça aurait pu faire finalement l'objet d'un roman. Je pensais à un moment mettre un étudiant sur cette affaire, c'est un exemple quand même très fort, parce que des étudiants, ce monsieur qui est un ex-dominicain, dont les dominicains sont très contents de l'avoir mis de côté, a enseigné à l'université Complutense à Madrid, mais dans le département de préhistoire. Donc là, il n'avait pas de conteste possible, c'était en préhistoire, mais il donnait des cours sur ça. Et donc, les étudiants pouvaient de bonne foi croire que ce qu'il avait écrit, c'était bien les Harangbout, c'était pas du tout les Yaguas. Et après tout, il disait que l'Amazonie a été un tel mélange historique qu'à la limite, il n'y avait pas de différence pour se défendre, lui, il y avait très peu de différence entre les Harangbout et les Yaguas, puisque c'est une sorte de mareo historique, et que donc c'était une affaire entendue. Sauf que, bien évidemment, il avait utilisé dans sa traduction à l'espagnol, mais aussi en langue Harangbout, un dictionnaire qui existait à l'époque. Il avait traduit donc les mots en termes Yagua, il les avait traduits en Harangbout, sauf que plusieurs termes, il les avait laissés en Yagua. Il avait été trop vite, et en fait, donc c'était assez facile de montrer la supercherie, etc. Sauf que la supercherie, il a très mal pris, lui. Il a pas du tout, disons, dit, ben voilà, je cherchais tout simplement avoir un poste de retour, etc. Voilà, j'ai copié, ok, on s'en reste là. Sinon, il a retourné l'argument en disant que c'est moi qui l'avais plagié. Alors pour ça, c'était compliqué, parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que c'est... Donc il a produit un manuscrit. Ouais, alors, voilà. On a une minute, je crois, oui. Donc il a produit un manuscrit sur, j'imagine, du papier ancien, qui était censé être le manuscrit que moi, j'aurais copié. Mais il fallait que ce soit antérieur, effectivement, à ma venue sur le terrain. Donc on continuera à la prochaine.